Si vous ne connaissez pas du tout le contexte duquel émerge la doctrine secrète, œuvre maîtresse de HPB, et que vous en avez déjà une édition, l'édition d'Adyar ou l'une des autres éditions, et que conséquemment, vous ne souhaitez pas acheter la nouvelle édition, l'édition 78, celle avec la pagination originale et avec des corrections apportées, alors je recommande fortement cette brochure qui est en fait l'introduction de l'édition 1978 de Boris de Zirkov, l'édition originale corrigée, The Rebirth of the Occult Tradition. C'est peut-être l'histoire la plus complète et la plus authentique de la rédaction de la doctrine secrète, avec tous les faits et données et extraits de diverses sources, et ainsi de suite, en ce qui concerne la rédaction de la doctrine secrète. HPB a vraiment commencé à écrire en 1885 avant de quitter Adyar. Elle l'a poursuivi en Allemagne, à Wolfsburg, où elle a résidé pendant un certain temps, et à Ostende, Belgique. Et bien sûr, l'œuvre a été achevée à Londres, comme je l'ai dit, publiée en 1888. L'histoire de son écriture est absolument fascinante. Il n'y a personne qui connaissait mieux son histoire que Boris de Zirkov, qui était son petit-neveu, dont la mort il y a 2 ans marquait la fin d'une époque, puisque, pour autant que nous le sachions, il était le dernier parent vivant de HPB. Je recommande donc fortement The Rebirth of the Occult Tradition. Il y a aussi divers ouvrages qui traitent de ce sujet. Par exemple, beaucoup de personnes qui ont travaillé avec elle dans la rédaction de la doctrine secrète ou sa publication l'ont commenté, et ce sont là des souvenirs, des témoignages de ceux qui ont travaillé avec elle, qui étaient avec elle pendant ce temps. En particulier la comtesse Constance Wachtmeister, qui était avec elle à Wolfsburg en Allemagne, et plus tard, elle a écrit à ce sujet. Les autres, les Ketley, l'oncle et le neveu, qui ont vraiment aidé à l'organiser, nous parlent de comment la doctrine secrète s'est écrite. Il y en a d'autres aussi, Monsieur Judge, W.Q. Judge, et plusieurs autres qui l'ont vraiment connue et travaillé avec elle, et ainsi de suite. C'est un livre fascinant à lire, de Reminiscence, et c'est très, très intéressant. Il y a bien sûr un abrégé de la doctrine secrète, si vous voulez en arriver aux points principaux sans les nombreuses références à la science et à la religion et à d'autres choses de son époque. L'abrégé a été préparé par 2 étudiants exceptionnels, Elizabeth Preston, membre de la Société en Angleterre, et Christmas Humphreys, un abrégé exceptionnel. Un résumé a été fait du livre par Ernest Wood. Il est épuisé, The Secret Doctrine Digest, mais un jour il sera peut-être réimprimé. Son principal inconvénient, c'est qu'il ne donne pas la pagination spécifique, les références aux pages des différentes citations. Donc, on n'est pas toujours certain s'il s'agit des commentaires d'Ernest Wood ou les mots de HPB. Et je pense qu'un jour, lorsqu'un étudiant prendra le temps de mettre les références, alors ce sera un livre extrêmement précieux.
Sans aucun doute, l'un des plus beaux ouvrages qui est une présentation de celle-ci en termes de doctrine, c'est-à-dire les différentes idées, les divers regroupements, les différents thèmes et sujets, est le travail de Jeffrey Barbocca, appelé The Divine Plan. Et c'est, je pense, probablement la plus belle présentation qui vous donne les informations de base en termes de sujets traités. Et toujours méticuleusement, avec des références, ce qu'Ernest Wood ne donne pas, mais toujours très méticuleusement, parce que Jeffrey était ce genre de personne. À la suite de cela, il poursuivit avec 2 autres livres qui sont également très valables. Il traite en particulier des travaux sur l'anthropogénèse, qui est le volume 2 de la doctrine secrète, The Peopling of the Earth et The Story of Human Evolution, qui traite des strophes du volume 2. Pour moi, le meilleur commentaire est un commentaire moderne de 2 personnes qui ne sont pas membres de la société, mais qui considèrent la doctrine secrète comme authentique, car elle traite essentiellement des étapes de la conscience et qui l'approche de ce que j'appellerais un point de vue psychologique ésotérique. Ce n'est pas la psychologie normale qui pourrait décourager certaines personnes, mais c'est la psychologie intérieure, réelle, la croissance de l'individu. L'homme, mesure de toutes choses, et Man, Son of Man. Le premier est peut-être le meilleur commentaire sur les strophes du volume 1, Cosmogénèse, par Sri Krishna Prem et Sri Madhava Ashish, 2 Anglais qui étaient vraiment des élèves très sérieux. Le deuxième, Man, Son of Man, est vraiment de Ashish seul, parce que Prem était décédé, et son commentaire sur les stances en tant que 2e volume n'a pas tout à fait, je le pense, la même beauté et la même fluidité que le travail de Sri Krishna Prem dans le volume 1, le premier volume, mais il est également très précieux. Une compilation concernant la doctrine secrète a été initialement publiée sous le titre H.P. Blavatsky and the Secret Doctrine, Commentaries on Her Contributions to the World Thought, et a maintenant été rééditée et mise à jour à nouveau par Questbook avec quelques sections supplémentaires ajoutées. Ensuite, il y a ce travail, je dois le mentionner, le seul travail authentique provenant des classes de HPB sur la doctrine secrète à Londres. Dans une forme de questions et réponses, le titre de ce travail, Transactions of the Blavatsky Lodge. C'était sa propre classe où on lui a posé des questions que je suppose aujourd'hui certains d'entre nous pourraient poser, ou nous souhaiterions peut-être qu'ils aient posé d'autres questions, mais malheureusement, parce que sa mort est survenue, cela ne va pas au-delà des slokas 7 de la strophe 3. Elle n'est donc pas allée très loin, comme vous pouvez le voir. Il y en a plusieurs autres. Les œuvres d'Elizabeth Preston, Life and its Spirals, The Earth and its Cycles, un symposium qui s'est tenu à San Diego en 1984 sur la doctrine secrète avec des articles de plusieurs étudiants, des œuvres qui ont été des commentaires, This Dynamic Universe, qui traite principalement de Foat, l'un des grands sujets de l'univers ordonné, par des membres du Centre de recherche théosophique de Londres. Le travail d'Edward Gardner, il y en a beaucoup d'autres par Edward Gardner, des brochures, mais The Play of Consciousness et The Web of the Universe, qui sont maintenant réédités en tant que publication conjointe. Adam Workup, d'ici à l'école de Crotona et qui vient d'Angleterre, qui est, je le pense, un des meilleurs spécialistes de la doctrine secrète et qui aborde un thème particulier, l'évolution cyclique, basée sur la doctrine secrète.
Josephine Ransom, il y a de nombreuses années, dans une série de conférences à notre siège national en 1932, Studies in the Secret Doctrine. Ce document est épuisé, mais il est toujours très utile si vous pouvez en trouver une copie. L'un des tout premiers commentaires nous provient tout simplement de deux étudiants. Il a été réédité par The Theosophical Publishing House, Theosophical Gleanings, et puis quelques commentaires divers. L'un de nos meilleurs étudiants est Salomon Lancry de France, et cela a été traduit à partir de Introduction à l'étude de la doctrine secrète. Beaucoup d'entre vous se souviendront du docteur Alfred Taylor, qui était bien sûr directeur de l'école de Crotona pendant quelques années, dans les années 60 ou dans les années 70, je pense. Le docteur Taylor a donné ici un certain nombre de cours sur la doctrine secrète et deux petits livrets, Commentaries and Analogies, qui sont basés sur ses conférences ici à l'école. Puis un livre auquel je ferai référence en particulier demain par l'un de nos passionnés de recherche, David Riggle, membre de la Société, qui s'est penché sur la base, la source, l'origine de ces stances remarquables et estime qu'il a en effet identifié la source sur laquelle se fonde la doctrine secrète et a publié A Preliminary Analysis of the Books of QT, comme il l'appelle. Je vais regarder ça un peu plus demain. Donc, ce sont quelques-unes des œuvres, beaucoup d'autres sont disponibles. Question. Joy, que pensez-vous du travail de Robert Bowen? J'y ferai référence. Un travail des plus intéressants qui raconte comment étudier la doctrine secrète. Ce sont des notes qui ont été laissées par un de ses élèves, le commandant Bowen, qui a pris des notes lorsqu'il assistait à ses cours donnés par HPB à Londres. Il lui a présenté les notes et elle a dit oui, elles sont très bien. Et elles sont publiées dans un petit livret « Comment étudier la théosophie selon Madame Blavatsky ». Elles sont aussi publiées en annexe à la très excellente compilation de Jan Teoshkin appelée « Fondements de la philosophie ésotérique ». J'y ferai référence. Il y a aussi eu d'autres publications, je ne les ai pas apportées, mais elles sont excellentes. Eh bien, regardons brièvement. Y a-t-il d'autres commentaires ou des questions? Question. Les livres Transaction of the Blavatsky Lodge sont-ils disponibles? Oui, elles sont toujours disponibles et elles sont aussi publiées dans les Collected Writings. J'ai oublié quel volume, mais elles sont disponibles. Transactions of the Blavatsky Lodge, un incontournable absolu pour voir comment elle a répondu à certaines questions. Question. Je suis curieuse de savoir ce qui est arrivé au volume 3 et 4. Ils n'ont jamais été, pour autant qu'ils aient été identifiés, ils n'ont jamais été publiés. Elle y fait référence dans ces deux volumes, ce sera dans le volume 3 ou ce sera dans le volume 4, et ainsi de suite. À sa mort en 1891, il y avait bien sûr de nombreux manuscrits divers qui n'avaient pas été publiés. Ses exécuteurs littéraires, G.R.S. Mead et Annie Besant, ont pris un certain nombre de ces documents, incluant The Esoteric Papers, et les ont publiés sous le célèbre volume 3, ou peut-être le tristement célèbre volume 3, car il a suscité beaucoup de controverses. Évidemment, le matériel qu'elle dit elle-même qui sera dans le volume 3 n'était pas ce matériel, une partie peut-être, mais ce qu'elle a dit, peut-être en hyperbole, que ces volumes 3 et 4 étaient presque prêts, évidemment, c'était une exagération parce que non, ce matériel n'a pas été trouvé à sa mort. Mais ça a été publié en tant que volume 3. Il est tout à fait évident, d'après les preuves internes, qu'il n'aurait jamais dû être publié en tant que volume 3 de la doctrine secrète, car il comprenait les documents de Esoteric Papers remis à ses étudiants de l'école intérieure et n'ont jamais été destinés, selon ses propres déclarations, à la publication. Il est devenu le volume 5 de l'édition d'Adyar.
par consentement mutuel de tous ceux qui ont vraiment regardé la doctrine secrète à l'époque, Adyar a accepté la publication de l'édition originale, éditée par Boris. Il a été convenu de ne jamais plus inclure cela dans le cadre de la doctrine secrète, car cela n'en fait pas réellement partie et ne doit pas être confondu avec elle. Par conséquent, une édition de Questbook a été produite de tous ces documents appelés des Esoteric Writings de H.P. Blavatsky. Je voulais les apporter. The Esoteric Writings ont maintenant été publiés dans leur intégralité avec le consentement de Radha Burnier, du Dr Taimni et de plusieurs autres personnes impliquées. Dans le volume 12 des Collected Writings, la version très révisée des textes ésotériques dans The Esoteric Papers produits par Questbook tronque vraiment l'enseignement et donc la publication complète était nécessaire. Les documents, appelés miscellanés, ont maintenant tous été publiés dans les volumes 12, 13 et 14 des Collected Writings. Ils ont été publiés à titre posthume et c'est là qu'ils doivent être, à juste titre. Question. Qu'en est-il des lettres? Les lettres de H.P. Blavatsky doivent encore être publiées et un membre en Australie commence maintenant à y travailler. Nous fournissons des exemplaires à partir d'ici. Ce sera un atout de grande valeur qui fera partie des Collected Writings, ce qui sera extrêmement précieux. Permettez-moi d'en venir à cette question de la position mentale requise pour comprendre la philosophie ésotérique. Au début, je pense que nous devons reconnaître que le langage lui-même reflète la conscience et qu'en réalité, toutes les formes de langage sont métaphoriques. Nous utilisons tous des métaphores. Tous les langages sont des métaphores. Pour le dire simplement, cela signifie qu'un mot n'est pas la chose, ou pour le dire encore plus prosaïquement, les livres de cuisine ne satisferont jamais notre faim. Tout ce qu'un livre de cuisine peut faire, c'est de nous donner des indices sur la façon dont nous-mêmes nous pourrions finalement combler le vide dans notre corps physique. Vraiment, je pense que c'est une bonne analogie, car nous sommes rarement intéressés par les livres de cuisine ou même par les plats qui peuvent être produits à partir de ceux-ci quand notre estomac est plein. De même, les nouvelles idées ont très peu d'attrait pour l'esprit qui est déjà rempli de ses propres idées préconçues, de ses propres opinions, et heureux d'avoir ainsi la tête emplie de ces idées qu'il confond avec la réalité. Donc, il y a peu d'utilité, et je pense que nous le reconnaissons tous, il y a peu d'utilité à proposer des idées théosophiques à un individu dont l'esprit est déjà fixé dans le matérialisme scientifique ou l'intégrisme religieux. Et il en est de même de notre mental, qui peut lui aussi se figer, voire même se cristalliser dans ses propres théories fondamentalistes, et le fondamentalisme théosophique peut être tout aussi envahissant pour l'esprit que tout autre type de fondamentalisme. En d'autres termes, le langage peut à la fois embourber l'esprit, provoquer une indigestion ou libérer l'esprit, le stimuler, encourager la perception de nouvelles idées. Alors je pense que pour qu'un nouveau mode de pensée se développe, tout d'abord, nous devons voir les mots comme des portes, comme des fenêtres, plutôt que comme des murs. Ils représentent des processus, pas des choses. Nous devons, en d'autres termes, parcourir les mots, ou, si vous voulez, voir à travers eux le domaine de la signifiance. Et certains qui ont travaillé avec moi en tant qu'étudiants savent que je vous pousse constamment à voir ce que cela signifie. Dire naïvement que A est égal à B sans en comprendre la signification, c'est, je le pense, mal interpréter le processus en cause. Or, le mode de pensée de la fin du 19e siècle, lorsque HPB a écrit ses volumes,
était un mode qui était fermement établi dans ce que je ne peux qu'appeler que la choséité. C'était en effet le mode de pensée prééminent du siècle dernier. En science, bien sûr, cela impliquait une méthode basée sur l'objectivité complète et absolue de l'univers, comme étant ce qui est là, un monde à examiner, mesurer, analyser et à décomposer en ses parties constituantes. Dans la religion, cela impliquait une littéralité de la compréhension que les mots de l'écriture chrétienne signifiaient précisément ce qu'ils disaient et tous les autres textes religieux devaient être jugés à la lumière de l'écriture chrétienne. L'étude comparée des religions signifiait qu'il devait y avoir une comparaison avec quelque chose, et c'est pourquoi le terme étude comparée des religions est rarement utilisé dans les universités de nos jours. Car avec quoi pouvons-nous comparer? Comparer avec le christianisme, qui était évidemment la religion supérieure. Donc, aujourd'hui, ce sont des départements d'études religieuses en général. Et je pense que nous nous éloignons de cette méthode de comparaison. Alors, le mode de pensée de cette époque, comme je l'ai dit, autant en religion qu'en science, impliquait tous les deux la littéralité. Une approche comparable à ce qu'Alice, dans Alice au pays des merveilles, disait. Vous savez, un mot signifie précisément ce que je dis qu'il signifie, et c'est cela, ni plus ni moins. En philosophie, regardons donc le domaine de la philosophie du 19e siècle, quand HPB écrivait. C'était l'époque de la montée en puissance du grand philosophe évolutionniste Herbert Spencer, un homme qui a été façonné par son temps. Quand la philosophie n'était pas encore si différenciée de la science, mais vue comme la coordination de toutes les sciences, et le positivisme d'Auguste Comte, par exemple, qui a trouvé son nid en Angleterre, imprégnant son esprit à la lumière de l'industrie et du commerce, tout comme aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dès le début, nous tirons beaucoup de notre vocabulaire de la science et de la technologie de notre temps, de sorte que l'industrie et le commerce ont façonné le langage de l'Angleterre du 19e siècle. En fait, avant Darwin, le concept d'évolution était dans l'air. Mais c'est Spencer qui a suggéré qu'il pourrait être appliqué à tous les domaines d'études. HPB cite Spencer à de nombreuses reprises, indiquant sa familiarité avec ses écrits. Pour Spencer, l'esprit et la matière étaient des phénomènes égaux et relatifs, le double effet d'une cause ultime dont la nature ne peut jamais être connue. Chaque théorie de l'univers, qu'elle soit religieuse ou scientifique, a suggéré Spencer, force la pensée dans le domaine de l'inconcevable. Et alors HPB pouvait extrapoler à partir de Spencer, et elle le souligne à la page 15 du volume 1, dès le début. Elle dit « Son point de vue, celui de Spencer, le rapproche très près des canons ésotériques et védantins. Mais toutefois, elle commente par la suite qu'en ce qui concerne l'inconnaissable d'Herbert Spencer, il n'y a qu'une faible ressemblance avec la réalité transcendantale à laquelle croient les occultistes. Maintenant, en ce qui concerne sa psychologie, parce qu'il a écrit un certain nombre de livres, dont un sur la psychologie, elle ne l'a nullement ménagé dans sa critique. Les écoles de Spencer et Venn pour HPB sont respectivement du positivisme et du matérialisme, alors vous voyez. Mais c'est ce qui se passait. Maintenant, elle était tout aussi familière, il faut le reconnaître, avec les transcendentalistes allemands qui ont une énorme influence sur la pensée du 19e siècle, puisqu'elle cite et commente les idées de Schelling, Gottlieb Fichte, Hegel ainsi que de Kant, qui était le père de l'idéalisme allemand et qui a en effet amené Emmanuel Kant, le tournant décisif de toute la philosophie occidentale. Eh bien, je ne vais pas vous donner un cours de philosophie du 19e siècle.
En effet, il serait impossible d'examiner en détail les courants philosophiques qui ont traversé le 19e siècle. Mais on peut suggérer que c'était le langage des spéculations philosophiques, en plus du langage du matérialisme scientifique émergent et du dogmatisme religieux, qui constituait le vocabulaire de la pensée du 19e siècle et était donc le mode de communication ou la méthode de communication qui était à la disposition de HPB. C'était donc le vocabulaire. Maintenant, aujourd'hui, notre langue a changé et vous ne vous rendez peut-être pas compte, à moins de l'examiner, jusqu'à quel point notre langage a changé, et donc la pensée avec le langage, puisque le langage est un reflet de la pensée. Elle s'efforçait donc de ne pas oublier de traduire dans le vocabulaire de son temps des idées, des concepts, des principes qui constituaient le fondement même d'un système métaphysique qui jusqu'alors n'avait été traduit et transmis que dans les écoles de mystère, sous le voile de l'allégorie et du mythe. Elle fait donc constamment référence à ces allégories dans les Puranas, les Brahmanas, les mythes de toutes les grandes traditions égyptiennes, indiennes, chinoises, toutes ces traditions. L'arrière-plan religieux, qui était submergé par la Kabbale, la tradition gnostique et ainsi de suite. Mais elle devait travailler dans les limites culturelles et cognitives de son temps, et nous devons également travailler dans les limites culturelles et cognitives de notre époque. Maintenant, un aspect de la spéculation philosophique de son époque doit être mentionné, car il a une incidence sur le sous-titre même des volumes de HPB. Kant, Emmanuel Kant, a introduit le concept d'une dialectique transcendantale. Nous ne pouvons pas connaître, dit-il, la chose en soi, das Ding en sich en allemand, mais seulement telle qu'elle nous apparaît en tant que phénomène, et Hegel, poursuivant les thèses de Kant, a vu un mouvement de la dialectique qui se fait à travers tout. Un mouvement dialectique fondé sur le concept de la relation de Kant. La relation la plus omniprésente de toutes est celle du contraste ou de l'opposition. Connaissez-vous la lumière si vous ne connaissez pas les ténèbres? Connaissez-vous la nuit si vous ne connaissez pas le jour? Connaissez-vous la faim si vous ne savez pas ce qu'est d'être rassasié? Connaissez-vous le chaud si vous ne connaissez pas le froid? Vous voyez donc ces contrastes. La réalité pour Hegel se situe au-delà de la dialectique et par-dessus tout, il a proposé que la réalité ne soit pas contradictoire, mais dans le domaine des phénomènes, il y a ce mouvement triadique. Thèse, antithèse et synthèse. Maintenant, la synthèse était plus qu'une simple résolution d'opposés, c'était l'émergence d'un nouvel ordre de vérité, mais un ordre qui pouvait contenir en lui-même la possibilité d'un autre mouvement dialectique. Maintenant, il pourrait être utile de reconnaître, et permettez-moi de citer un paragraphe de Will Durant, Une histoire de la philosophie, qui peut nous aider à comprendre cela. Il écrit que la philosophie kantienne, qui s'est annoncée comme prolégomène à toutes les métaphysiques futures, était par intention malveillante, une poussée meurtrière contre les modes traditionnels de spéculation et un coup fatal à toute métaphysique que ce soit. Car la métaphysique avait signifié tout au long de l'histoire de la pensée une tentative de découvrir la nature ultime de la réalité. Maintenant, l'homme apprenait, sous l'autorité la plus respectable, que la réalité ne peut jamais être expérimentée. Et c'était là le courant de pensée. Que c'était un noumen concevable, mais non connaissable. Que même l'intelligence humaine la plus subtile ne pourrait jamais dépasser les phénomènes, ne pourrait jamais percer le voile de Maya.
Les théories métaphysiques extravagantes de Fichte, Hegel et Schelling, avec leurs différentes lectures de l'énigme ancienne, s'étaient annulées les unes les autres. Et dans les années 1830, l'univers était généralement considéré comme un puits secret et bien gardé. Après une génération, et j'aime cette déclaration de Will Durant, après une génération d'intoxication absolue, c'est-à-dire l'intoxication avec l'absolu, avec un A majuscule, l'esprit de l'Europe a réagi en prenant un engagement contre la métaphysique de toute nature. Alors, c'est dans ce contexte que la doctrine secrète apparaît, dans ce contexte que surgit la figure dominante de H.P. Blavatsky, et avec la publication à Londres et à New York simultanément en 1888, la doctrine secrète annonce au monde occidental que la métaphysique est non seulement vivante, mais essentielle à la compréhension de notre propre nature et de la nature de l'univers, qu'il peut y avoir une synthèse, c'est-à-dire le sous-titre de son livre, une synthèse de la science, de la philosophie et de la religion qui n'était pas seulement l'émergence d'une nouvelle vérité, mais qui constituait la base même de laquelle ces trois domaines de questionnement existentiel de l'humanité pouvaient trouver leur signification profonde. Et je pense que lorsque nous voyons ou commençons à reconnaître pourquoi c'était une si grande et réelle percée, on peut peut-être le visualiser de cette façon. Pour le moment, je laisse ici les modes de pensée, car c'est le mode de pensée qui doit maintenant nous imprégner afin d'élargir notre compréhension. Cela doit donc imprégner la conscience. On voyait alors qu'il y avait la science à un pôle, la religion à un autre pôle, unis par les spéculations de la philosophie. Et de cela pouvait naître alors une sorte de synthèse qui, grâce à la philosophie, pouvait réunir science et religion. Voyez-vous? Mais on ne pouvait jamais vraiment connaître la synthèse ultime. Cette réalité ultime ne pouvait être expérimentée, vécue. Alors HPB arrive et dit que tout cela provient d'une source commune et que cette source est la doctrine secrète, qui est la source et non le produit d'une nouvelle synthèse, que cette synthèse est le fondement. Alors je vous le représente de cette façon. Est le fondement à partir duquel des points de vue différents de l'univers surgissent. On regarde l'univers d'un point de vue et c'est la science, d'un autre point de vue et c'est la religion, d'un autre point de vue et c'est la philosophie. Mais il y a une source et de cette source, dit-elle, oui, inconnaissable, mais non inexpérimentable. Et ici, elle rompt la mainmise de la philosophie kantienne. Et tout ce qui en découle dans le transcendentalisme allemand, notamment Hegel, dont la dialectique, comme vous le savez, conduit à quoi? À la dialectique matérialiste, qui a conduit au communisme, qui a eu une certaine influence sur Marx. Vous voyez, et qui a conduit à un matérialisme encore plus profond. Alors, elle a appelé ses volumes « Synthèse de la science, de la religion et de la philosophie », non en termes hegéliens ou kantiens, mais en tant que fondement, cette source racine dont il découle, inconnaissable
mais non inexpérimentable. Une énorme percée. Vous pouvez voir pourquoi. Pour répondre à ceux qui ont pris ce que Will Durant appelle une position antagoniste à la métaphysique, HPB a lancé le défi en page 51 du volume 1, page 133 dans la version française. Les panthéistes européens nous disent que la conscience absolue, qui est derrière le phénomène, et qui n'est appelée inconscience parce qu'il n'y a en elle aucun élément de personnalité, transcende la conception humaine. Inconnaissable en d'autres mots, comme je l'ai dit. L'homme, impuissant à former le plus petit concept, autrement qu'en termes de phénomène empirique, est incapable, par la constitution même de son être, de soulever le voile qui cache la majesté de l'absolu. L'esprit libéré seul est capable de saisir, faiblement, la nature de la source d'où il est sorti et où il doit éventuellement revenir. Inconnaissable, mais non inexpérimentable. Elle indique par exemple le Bouddha, l'être illuminé, dont cette expérience même a conduit à tout son enseignement, comme pour tous les grands enseignements dans ce monde, et par conséquent à la partie inhérente de la doctrine secrète. Et elle continue. Comme cependant le Dhyan Kohan, le plus élevé, ne peut que se courber dans son ignorance devant le mystère terrible de l'être absolu, et puisque même à ce point culminant de l'existence consciente, l'individu se fondant dans la conscience universelle, pour se servir d'une phrase de Fichte, le fini ne peut concevoir l'infini, ni ne peut lui appliquer ses propres étalons d'expérience mentale. Comment peut-on même dire que l'inconscient et l'absolu peuvent avoir une impulsion instinctive ou l'espoir d'arriver à la claire soi-conscience? Un Védantin, de plus, n'admettrait jamais cette idée hegelienne. Remarquez qu'elle nomme précisément les individus dont la spéculation est vraiment le fondement de la science et de la religion du XIXe siècle. Fichte, Hegel, Kant, tous ceux-là. Comment peut-on dire qu'un Védantin n'admettrait jamais cette idée hegelienne et un occultiste dirait qu'elle s'applique parfaitement au Mahat éveillé, c'est-à-dire au mental universel déjà projeté dans le monde phénoménal comme premier aspect de l'immuable absolu, mais jamais à ce dernier? On nous enseigne que l'esprit et la matière, ou Purusha et Prakriti, ne sont que les deux aspects primitifs de l'un qui est sans second. Alors nous sommes clairement confrontés à l'élaboration d'un nouveau mode de pensée, comme je l'ai déjà mentionné. Il peut y avoir plusieurs façons d'interpréter les déclarations de HPB sur cette question. Mais je pense que nous commençons à saisir l'attitude qui est nécessaire pour comprendre la philosophie ésotérique. Car la doctrine secrète, lorsqu'elle est correctement étudiée, c'est ma suggestion, produit un changement certain chez ceux qui y viennent avec un esprit ouvert, un cœur pur, une intelligence éveillée, une perception spirituelle non voilée, pour citer HPB. La méthode spécifique qui est employée dans l'écriture du livre permet de développer une faculté particulière chez l'étudiant, la faculté que nous appelons l'intuition, qui consiste en cette qualité d'avoir un esprit pénétrant, qui apporte une vision claire. Je pense que nous pouvons inviter en nous et développer cette faculté de ce nouveau mode de pensée, et c'est plus facile aujourd'hui qu'au siècle passé. Car aujourd'hui, la science nous familiarise déjà avec les paradoxes. La lumière peut être à la fois onde et particule, avec les processus, et nous devenons de plus en plus concernés par le processus bien plus que par les choses. Nous savons que tout dans l'univers est en processus, est en mouvement constant, donc c'est beaucoup plus clair pour nous. Mais imaginez ce que c'était à l'époque que de dire qu'il y a une synthèse qui n'est pas une nouvelle vérité émergente du produit ou d'une réconciliation des aspects connus,
mais une synthèse qui est le fondement même dans lequel repose toute spéculation, dans laquelle on retrouve l'inconnaissable, mais aussi une véritable capacité à l'expérience, et c'est là l'enseignement central de la doctrine secrète. Comme beaucoup d'entre vous l'ont entendu dire, vivez la vie si vous voulez arriver à la sagesse. C'est la vie, pas seulement la connaissance.